Le 11 juin 1994, la petite Émilie, 9 ans, se rend à une fête organisée par son école. Le soir, elle rentre dormir chez ses amis, mais malheureusement, elle est malade. On va alors lui donner du sirop contre la toux et étrangement, elle décédera quelques heures plus tard. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire d'Émilie Tanet, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire française que je ne connaissais pas. Je pense qu'elle est quand même assez connue parce que j'avais quand même beaucoup de sources pour cette vidéo. Alors, c'est une très grosse histoire. Je ne vais pas rentrer dans toutes les théories parce qu'effectivement, vous allez voir, c'est une histoire qui a finalement été jugée au tribunal. Il y a un coupable, mais par contre, il y a énormément de théories. Je vais vous en parler un petit peu, mais la vidéo durerait vraiment trop longtemps si je devais vraiment rentrer dans tous les détails, dans toutes les personnes qui semblent quand même assez suspectes. Donc voilà, ça va être un bon résumé de toute cette histoire, mais bien sûr, je mets les sources dans la description si jamais vous voulez un petit peu plus vous renseigner sur l'affaire. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle comme toujours de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte YouTube et faire un don si vous en avez envie et les moyens. Et puis aussi, si vous avez envie de me rejoindre sur Instagram pour qu'on discute, eh bien, abonnez-vous. Nous allons aujourd'hui parler d'Émilie Tanet, une petite fille de 9 ans. Elle habite avec ses parents en France et plus précisément à Gruchet-Lavalas en Seine-Maritime. Les faits se passent pendant l'année 1994. Nous sommes le week-end du 11 juin et ce week-end est un peu spécial. En fait, ce samedi-là, à l'école primaire d'Émilie, il y avait une petite fête déguisée pour les enfants et les parents. C'était la petite fête de l'école que les enfants attendaient toute l'année et donc Émilie était vraiment super contente d'y aller. La maman d'Émilie, elle, ne voulait pas aller à la fête, donc elle a déposé sa fille chez des amis de la famille qui y allaient justement et qui pourraient emmener Émilie. Par contre, Corinne, la maman d'Émilie, était quand même un peu inquiète parce qu'Émilie était malade. Elle voulait pas lui interdire d'aller à la fête pour autant, donc elle lui a demandé de faire attention, de pas avoir froid et surtout de bien prendre ses médicaments si jamais elle commençait à trop tousser ou même à avoir de la température. Émilie arrive donc chez la famille Tocqueville. C'est un couple qui a 2 enfants qui ont le même âge qu'Émilie et qui sont dans la même classe. Avant de partir à la fête, Madame Tocqueville va prendre le sirop avec elle au cas où Émilie commence à trop tousser, mais à ce moment-là, la petite va bien. Les enfants vont donc se déguiser tous ensemble. Émilie, elle, est déguisée en bouffon du roi et après ça, ils vont tous à la fête. C'était une super fête, Émilie s'est beaucoup amusée, en plus elle n'était pas spécialement trop malade pendant la fête, donc vraiment c'était une super journée pour les enfants et à la fin de la journée, ils rentrent chez eux vraiment heureux. Émilie va donc rentrer avec la famille Tocqueville qui, une fois à la maison, va préparer le repas. Mais le problème, c'est qu'une fois à la maison, Madame Tocqueville va entendre Émilie tousser de plus en plus violemment et donc elle va décider de lui donner le sirop pour la toux qui s'appelle la Josakine. Émilie boit sa cuillère de sirop et directement, elle dira que le goût n'était vraiment pas bon et elle ira même jusqu'au robinet pour se rincer la bouche tellement, selon elle, le goût était ignoble. Après ça, quelques minutes passent quand tout d'un coup, Émilie s'effondre au sol. La famille panique et Jean-Michel Tocqueville, donc le père de famille, va essayer de la réanimer, mais malheureusement ça ne va pas fonctionner. Alors Émilie est toujours vivante à ce moment-là, mais par contre elle est plus consciente, elle est vraiment par terre et elle semble partir. Là, je crois que c'est difficile à imaginer l'ambiance dans la maison à ce moment-là et la panique énorme que tout le monde doit ressentir. Jean-Michel, lui, va essayer de joindre les parents d'Émilie pendant des heures, mais personne ne répondra. Et pendant ce temps, la famille emmène Émilie à l'hôpital du Havre, où elle sera envoyée aux urgences, mais malheureusement, elle décédera aux alentours de 22h30 sans qu'aucun médecin ne puisse la sauver. Alors d'abord, les médecins vont diagnostiquer une rupture d'anévrisme, mais ils vont quand même conseiller aux parents d'Émilie de faire une autopsie pour quand même comprendre la cause de cette rupture d'anévrisme. Alors là, vous allez me dire qu'il n'y a pas d'histoire criminelle dans tout ça, juste sans doute que la maladie d'Émilie était bien plus grave que ce que ses parents pensaient, mais détrompez-vous, en fait tout ça est une énorme histoire criminelle qui va bientôt être découverte. En fait, au moment où l'autopsie va être programmée, la maman de la famille Tocqueville va expliquer qu'Émilie avait pris un médicament pour la toux et ne l'avait justement pas dit avant. C'est-à-dire que les médecins vont se demander si sa mort n'est pas liée à son médicament, donc la Josakine, qu'elle a pris un peu avant de décéder. La rumeur va très vite faire le tour des médias et les laboratoires qui créent la Josakine vont être pointés du doigt et le médicament va être interdit à la vente.
En plus de ça, tous les parents qui entendent parler de cette histoire et qui ont justement ce médicament pour leurs enfants va jeter toutes les bouteilles à la poubelle. On se dit waouh, ce médicament est à l'origine de la mort d'une petite fille de 9 ans, c'est super grave, il faut absolument plus donner ça à ses enfants. Après ça, le médicament va être analysé en laboratoire car personne ne comprend comment un produit testé plus d'une centaine de fois avant sa mise en vente ait pu tuer quelqu'un. Là, les résultats de l'analyse vont arriver et ça va être la surprise totale. En fait, on va comprendre que la bouteille de sirop d'Emily avait été piégée. Donc, c'est pas la faute du médicament. Le médicament était normal, tout allait bien. Juste, c'était la bouteille d'Emily. En fait, on y avait mis du poison. En fait, on y retrouvera du cyanure qui est un poison très puissant et très efficace. C'est donc à partir de là qu'on ne va plus parler d'accident, mais bel et bien de meurtre. Très vite, la police va parler d'un suspect en particulier qui est Jean-Marc Deperroy, un homme de 43 ans ayant une certaine importance dans le village. Il est en fait le président d'une société d'imagerie industrielle et est conseiller municipal du village. En fait, c'est quelqu'un que tout le monde connaît dans le village et qui a une très très bonne réputation, tout le monde l'aime bien, et le fait que directement la police va s'intéresser à lui, tout le monde va être assez étonné. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'au premier abord, on peut pas du tout comprendre le lien entre Emily, la bouteille de sirop pour atout piégée, et cet homme qui ne connaît même pas Emily. En fait, la police connaissait un petit peu la vie de ce Jean-Marc. En fait, on sait qu'il avait une femme et 2 enfants, mais que son couple n'était pas vraiment idyllique, il se disputait énormément avec sa femme, et d'ailleurs, il s'entendait vraiment plus du tout, et donc Jean-Marc avait une maîtresse. Et cette maîtresse était en fait Sylvie Tocqueville, donc la mère de la famille Tocqueville. Donc là, effectivement, il n'y a pas vraiment de mobile, on ne sait pas pourquoi il aurait voulu tuer Émilie, mais par contre, ça en fait un proche de la famille Tocqueville qui hébergeait Émilie, et ça doit quand même être noté. La police va donc décider de placer Jean-Marc sur écoute, et ils vont entendre quelque chose de très important. En fait, quelques jours après la mort d'Émilie, Jean-Marc va recevoir un appel assez étrange d'un certain Alain. Et en fait, ce Alain va faire une gourde au téléphone qui va faire en sorte que la police va maintenant être sûre que Jean-Marc a quelque chose à voir dans la mort d'Émilie. En fait, Alain va lui demander si le produit qu'il lui a acheté ne lui a pas causé trop d'ennuis. Et Jean-Marc, de son côté, quand il va entendre ça, il va un petit peu paniquer. On pense qu'à ce moment-là, il se doutait qu'il était sur écoute et il va essayer de détourner la conversation. À ce moment-là, la police a donc 2 suspects, Jean-Marc et un certain Alain, qu'ils ne connaissent pas encore, mais qui vont retrouver assez vite. Ils vont l'interroger et on va découvrir que ce Alain travaille pour un laboratoire dans la région parisienne. On sait que le 6 mai, soit 1 mois avant le drame, il a vendu 1 kilo de cyanure à son ami Jean-Marc. Là, la police en est sûre, c'est donc lui le coupable. C'est alors le 27 juillet 1994 que Jean-Marc va se faire arrêter et à partir de là, la police va tout faire pour essayer de comprendre le mobile du crime. En fait, dans la tête des policiers, le scénario est déjà tout tracé. Selon eux, Jean-Marc donc n'est pas bien dans son couple, il a une maîtresse, c'est Sylvie Tocqueville, et justement, il a envie de quitter sa femme pour pouvoir se mettre dans une vraie relation avec Sylvie. Sauf que de son côté, Sylvie aurait, elle, eu un peu plus de doutes et elle n'aurait peut-être pas voulu vraiment quitter son mari. Jean-Marc aurait donc eu l'idée d'entrer dans la maison des Tocqueville pendant qu'ils étaient à la fête de l'école et de piéger une bouteille de médicaments. Il aurait fait ça pour que Marie de Sylvie, souffrant déjà de tachycardie, en prenne et décède. Il aurait donc pas eu comme but de s'en prendre à Émilie, mais plutôt au mari de sa maîtresse. La police va donc présenter ce scénario à Jean-Marc, mais évidemment il va tout nier en bloc. Il dira n'avoir jamais acheté de cyanure et dira même n'avoir jamais vu Alain de toute sa vie. Il ne sait absolument pas qui est cet homme. D'ailleurs, même quand la police lui parlera du coup de téléphone qu'ils ont enregistré, Jean-Marc niera les faits, il dira que c'était pas lui, qu'il a jamais eu de coup de téléphone, qu'ils ont sans doute capté les ondes téléphoniques de quelqu'un d'autre, mais qu'en tout cas ce n'était absolument pas lui. Bon, au final, la police va quand même réussir à prouver par A plus B à Jean-Marc qu'il s'agissait bien de lui sur l'enregistrement du coup de téléphone. Et là, il va bien finir par devoir avouer et donc changer de version des faits. Jean-Marc va donc bel et bien avouer avoir acheté du cyanure. Il expliquera avoir donc acheté ce cyanure pour son entreprise et qu'une fois que la mort d'Émilie avait été révélée au grand jour, il aurait pris peur et aurait jeté tout ce qui lui restait dans la Seine. Il expliquera donc qu'il est d'accord avec les policiers, que ça l'incrimine, mais que c'est tout simplement une triste coïncidence. La police va alors réaliser des tests et vont annoncer au grand public que le cyanure retrouvé dans la bouteille de sirop et qui a tué Émilie est bel et bien celui fabriqué dans le laboratoire d'Alain.
D'ailleurs, si on regarde le carnet des ventes de ce laboratoire, on voit bien que Jean-Marc est la seule personne à avoir acheté du cyanure dans la région et surtout au moment donc, des faits. À ce moment-là, les policiers sont assez convaincus que Jean-Marc est bel et bien le meurtrier et d'ailleurs dans sa version des faits, il explique avoir jeté le reste de cyanure qu'il avait dans la Seine le lendemain de l'annonce du décès d'Émilie. Or, le fait que Émilie était décédée à cause du cyanure et non à cause du médicament, eh bien ça a été révélé quelques jours après son empoisonnement. Donc, pourquoi il aurait jeté son cyanure le lendemain si à ce moment-là tout le monde pensait que c'était une erreur dans le sirop et qu'il y avait tout simplement une erreur de fabrication dans le sirop, ce qui l'aurait tué. Mais là, l'histoire va encore un peu plus se compléter lorsque le 31 août 1994, il va y avoir des nouveaux témoins qui vont venir parler à la police. En fait, ces nouveaux témoins, ce sont les voisins de la famille Tocqueville. Ils vont expliquer que pendant que la famille Tocqueville était à la fête de l'école, ils ont vu Jean-Marc justement pénétrer dans la maison des Tocqueville et sortir de leur salle à manger. Encore plus fou, ils diront que Jean-Marc portait alors des gants transparents de chirurgien, gants qui avaient justement été retrouvés par les policiers au domicile de Jean-Marc. Finalement, le procès de Jean-Marc s'ouvrira le 2 mai 1997 à la cour d'assises de Rouen. Alors là, il faut bien s'imaginer que les journalistes sont déchaînés et que personne veut perdre une miette de tout ce qui va se passer. Il faut aussi savoir que le comité municipal de la ville soutient Jean-Marc et le pense innocent, donc Jean-Marc va quand même avoir énormément de soutien de toute sa ville. Bon, par contre, pendant le procès, de nouvelles choses incriminant Jean-Marc vont être révélées. Par exemple, on va comprendre que le cyanure qui était dans la bouteille de sirop pour la toux, en fait, avait été coupé avec une eau, et cette eau-là venait d'un endroit où les canalisations étaient assez vieilles. On va donc analyser les canalisations de la famille d'Émilie, qui sont des toutes nouvelles canalisations. On va aussi analyser celles de la famille Tocqueville, qui sont elles aussi de toutes nouvelles canalisations. Par contre, celles de Jean-Marc étaient de vieilles canalisations. Encore une fois, ça nous fait une preuve contre Jean-Marc. Finalement, Jean-Marc sera jugé coupable pour meurtre avec préméditation, même si le but n'était pas de tuer la petite Émilie, mais bien le mari de sa maîtresse. Il sera alors condamné à 20 ans de prison ferme. Suite à ça, et c'est vraiment dingue et ça m'énerve, mais tout le village de Gruchet-la-Valasse va être plongé dans une colère noire. Pour eux, Jean-Marc est totalement innocent et ils vont faire payer cette condamnation à la famille d'Émilie. La famille d'Émilie qui vit donc un drame va être harcelée par les habitants au point qu'ils furent obligés de quitter la région. Finalement, en 2006, donc 12 ans après les faits, Jean-Marc va sortir de prison avant d'avoir purgé toute sa peine et après ça, il continuera encore de clamer son innocence. Bon, par contre, c'est vrai que dans cette histoire, Jean-Marc n'est pas la seule personne à avoir eu un comportement étrange. Pour moi, la famille Tocqueville a elle aussi été assez étrange. Déjà, quand ils ont emmené Émilie à l'hôpital, ils ont absolument pas parlé de ce médicament. Alors que on leur demande est-ce qu'elle a pris quelque chose avant ou quoi que ce soit, ils ont dit non, elle a rien pris. Alors évidemment, ça peut être un oubli, mais le fait que ça lui revienne pile au moment où la famille demande une autopsie et que c'est pile à ce moment-là qu'elle va dire à l'hôpital « Ah, et au fait, elle a pris ce médicament-là », pour moi, c'est quand même quelque chose d'étrange. En plus de ça, on n'a vraiment aucune chronologie des faits. On sait que Émilie est donc rentrée avec la famille Tocqueville de la fête de l'école, elle a pris le sirop, elle est tombée, on a essayé de la réanimer, elle a été aux urgences et à 22h30, elle est décédée. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle est tombée et le moment où on l'a amenée aux urgences? Enfin, c'est vraiment super étrange. On a juste quelques petits éléments, mais pas de vraie chronologie des faits. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. En plus de ça, on va découvrir pendant l'autopsie qu'Émilie avait quand même eu une très grosse dose de cyanure dans son organisme et donc les médecins diront que, évidemment, quelqu'un qui prend autant de cyanure d'un coup décède sur le coup. Sauf que là, c'est pas le cas, puisque dans la chronologie des faits que les Tocqueville ont en tout cas dites, c'était que fin d'après-midi, quand ils sont rentrés de la fête de l'école, c'est quelques minutes plus tard que Émilie a pris son sirop. Or, elle est décédée à 22h30 donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle est restée en vie aussi longtemps alors qu'elle avait pris une dose énorme de cyanure? La maman d'Émilie est encore aujourd'hui dans le flou par rapport au meurtre de sa fille. Elle a d'ailleurs écrit 4 livres pour faire part de sa détresse et de son chagrin. Elle va même prendre la décision de rencontrer Jean-Marc en 2016 pour lui poser des questions. Alors évidemment, elle le pense coupable, mais elle pense sincèrement qu'il n'est pas seul dans cette histoire. D'ailleurs, elle apprendra que Madame Tocqueville avait la clé du bureau de Jean-Marc, bureau dans lequel il y avait justement le cyanure. Donc, en fait, elle aurait vraiment
pu aller chercher du cyanure elle-même, elle en avait les clés et en avait la possibilité. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, comme je vous dis, il y a énormément de théories, l'histoire est vraiment énorme. Alors vous pouvez vous renseigner, franchement j'ai pas trouvé énormément de vidéos YouTube de youtubeurs true crime comme moi qui en parlaient. Par contre il y a des très longs documentaires aussi qui parlent de l'histoire, où il y a énormément de vidéos aussi, donc je vous encourage à aller les voir, c'est vraiment super intéressant. Aussi ce Alain en question paraissait assez étrange, la personne qui a vendu le cyanure, parce que voilà, le fait qu'il téléphone pour justement dire t'as pas eu trop d'ennuis, etc., ça prouve qu'il était au courant de quelque chose. L'histoire est très grosse, malheureusement aux yeux de la justice, cette histoire est réglée, finie, et elle a été jugée. En tout cas, c'est comme ça que je finis cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, et puis nous on se retrouve très bientôt comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Bye!